La Reine des Neiges d'Hans Christian Andersen. Première histoire qui traite d'un miroir et de ses morceaux. Voilà, nous commençons. Lorsque nous serons à la fin de l'histoire, nous en saurons plus que maintenant, car c'était un bien méchant sorcier, un des plus mauvais, le diable en personne. Un jour, il était de fort bonne humeur. Il avait fabriqué un miroir dont la particularité était que le bien et le beau, en se réfléchissant en lui, se réduisaient à presque rien, mais que tout ce qui ne valait rien, tout ce qui était mauvais, apparaissait nettement et empirait encore. Le plus beau paysage y devenait des épinards cuits, et les plus jolies personnes y semblaient laides à faire peur. Ou bien elles se tenaient sur la tête et n'avaient pas de ventre. Les visages étaient si déformés qu'ils n'étaient pas reconnaissables. Et si l'on avait une tache de rousseur, c'est toute la figure, le nez, la bouche, qui étaient criblés de son. Le diable trouvait ça très amusant. Lorsqu'une pensée bonne et pieuse passait dans le cerveau d'un homme, la glace ricanait et le sorcier riait de sa prodigieuse invention. Tous ceux qui allaient à l'école des sorciers, car il avait créé une école de sorciers, racontaient à la ronde que c'est un miracle qu'il avait accompli là. Pour la première fois, disait-il, on voyait comment la terre et les êtres humains sont réellement. Ils couraient de tous côtés avec leur miroir, et bientôt il n'y eut pas un pays, pas une personne qui n'eût été déformée là-dedans. Alors, ces apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel lui-même, pour se moquer aussi des anges et de notre Seigneur. Plus ils volaient haut avec le miroir, plus ils ricanaient. C'est à peine s'ils pouvaient le tenir, et ils volaient de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges. Alors le miroir se mit à trembler si fort dans leurs mains qu'il leur échappa et tomba dans une chute vertigineuse sur la terre, où il se brisa en 1000 morceaux, que dis-je, en des millions, des milliards de morceaux. Et alors, ce miroir devint encore plus dangereux qu'auparavant. Certains morceaux n'étant pas plus grands qu'un grain de sable voltigeaient à travers le monde, et si par malheur quelques-uns les recevaient dans l'œil, le pauvre accidenté voyait les choses toutes de travers, ou bien ne voyait que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose. Le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier. Quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sauta dans le cœur, et alors c'était affreux. Le cœur devenait un bloc de glace. D'autres morceaux étaient, au contraire, si grands qu'on les employait pour faire des vitres, et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles. D'autres petits bouts servirent à faire des lunettes. Alors tout allait encore plus mal. Si quelqu'un les mettait pour bien voir et juger d'une chose en toute équité, le malin riait à s'en faire éclater le ventre, ce qui le chatouillait agréablement. Mais ce n'était pas fini comme ça. Dans l'air volaient encore quelques parcelles du miroir. Écoutez plutôt. Deuxième histoire. Un petit garçon et une petite fille. Dans une grande ville où il y a tant de maisons et tant de monde qu'il ne reste pas assez de place pour que chaque famille puisse avoir son petit jardin, 2 enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres, là où le toit d'une maison touchait presque le toit de l'autre, séparés seulement par les gouttières. Une petite fenêtre s'ouvrait dans chaque maison, et il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à l'autre. Les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grande caisse où poussaient des herbes potagères dont elles se servaient dans la cuisine, et dans chaque caisse poussait aussi un rosier qui se développait admirablement. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières, de sorte qu'elles se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature. Les tiges de pois pendaient autour des caisses, et les branches des rosiers grimpaient autour des fenêtres, se penchaient les unes vers les autres, un vrai petit arc de triomphe de verdure et de fleurs.
Comme les caisses étaient placées très haut, les enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls, mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre, de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses, et ils ne jouaient nulle part mieux que là. L'hiver, ce plaisir-là était fini. Les vitres étaient couvertes de givre, mais alors chaque enfant faisait chauffer sur le poêle une pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre gelée. Il se formait un petit trou rond à travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux, celui du petit garçon d'un côté, celui de la petite fille de l'autre. Lui s'appelait Kay, et elle, Gerda. L'été, ils pouvaient d'un bond venir l'un chez l'autre. L'hiver, il fallait d'abord descendre les nombreux étages d'un côté et les remonter ensuite de l'autre. Dehors, la neige tourbillonnait. « Ce sont les abeilles blanches qui papillonnent, » disait la grand-mère. « Est-ce qu'elles ont aussi une reine ?» demanda le petit garçon. « Mais bien sûr, » dit la grand-mère. « Elle vole là où les abeilles sont les plus serrées. C'est la plus grande de toutes, et elle ne reste jamais sur la terre. Elle remonte dans les nuages noirs. »« Nous avons vu ça bien souvent, » dirent les enfants. Et ainsi ils surent que c'était vrai. « Est-ce que la reine des neiges peut entrer ici ?» demanda la petite fille. « Elle n'a qu'à venir, » dit le petit garçon. « Je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra aussitôt. » Le soir, le petit Kay, à moitié déshabillé, grimpa sur une chaise près de la fenêtre et regarda par le trou d'observation. Quelques flocons de neige tombaient au dehors, et l'un de ceux-ci, le plus grand, atterrit sur le rebord d'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue du plus fin voile blanc fait de millions de flocons en forme d'étoiles. Elle était belle, si belle, faite de glace aveuglante et scintillante, et cependant vivante. Ses yeux étincelaient comme deux étoiles, mais il n'y avait en eux ni calme ni repos. Elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main. Le petit garçon, tout effrayé, sauta à bas de la chaise. Il lui sembla alors qu'un grand oiseau au dehors passait en plein vol devant la fenêtre. Le lendemain fut un jour de froid clair, puis vint le dégel et le printemps. Cet été-là, les roses fleurirent magnifiquement. Gerda avait appris un psaume où l'on parlait des roses. Cela lui faisait penser à ses propres roses, et elle chanta cet air au petit garçon que lui-même chanta avec elle. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler. Les deux enfants se tenaient par la main. Ils baisaient les roses, admiraient les clairs rayons du soleil de Dieu et leur parlaient comme si Jésus était là. Quel beau jour d'été où il était si agréable d'être dehors sous les frais rosiers qui semblaient ne vouloir jamais cesser de donner des fleurs. Kay et Gerda étaient assis à regarder le livre d'images plein de bêtes et d'oiseaux. L'horloge sonnait 5 heures à la tour de l'église, quand brusquement Kay s'écria « Aïe, quelque chose m'a piqué au cœur et une poussière m'est entrée dans l'œil. » La petite fille le prit par le cou, il cligna des yeux. Non, on ne voyait rien. « Je crois que c'est parti, » dit-il. Mais ce ne l'était pas du tout. C'était un de ces éclats du miroir ensorcelé dont nous nous souvenons, cet affreux miroir qui faisait que tout ce qui était grand et beau, réfléchi en lui, devenait petit et laid, tandis que le mal et le vil, le défaut de la moindre chose prenait une importance et une netteté accrues. Le pauvre Kay avait aussi reçu un éclat juste dans le cœur, qui serait bientôt froid comme le bloc de glace. Il ne sentait aucune douleur, mais le mal était fait. « Pourquoi pleures-tu » cria-t-il. « Tu es laide quand tu pleures. Est-ce que je me plains de quelque chose ? Oh, cette rose est dévorée par un ver. Et regarde celle-là qui pousse toute travers. Au fond, ces roses sont très laides. » Il donnait des coups de pied dans la caisse et arrachait les roses. « Mais Kay, que fais-tu là » cria la petite fille. Et lorsqu'il vit son effroi, il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant là la charmante petite Gerda. Quand par la suite elle apportait le livre d'images,
Il déclarait qu'il était juste bon pour les bébés, et si grand-mère gentiment racontait des histoires, il avait toujours à redire. Parfois il marchait derrière elle, mettait des lunettes et imitait à la perfection du reste sa manière de faire. Les gens en riaient. Bientôt, il commença à parler et à marcher comme tous les gens de sa rue pour se moquer d'eux. On se mit à dire « Il est intelligent, ce garçon-là !» Mais c'était la poussière du miroir qu'il avait reçu dans l'œil, l'éclat qui s'était fiché dans son cœur qui était la cause de sa transformation, et de ce qu'il taquinait la petite Gerda, laquelle l'aimait de toute son âme. Ses jeux changèrent complètement, ils devinrent beaucoup plus réfléchis. Un jour d'hiver, comme la neige tourbillonnait au dehors, il apporta une grande loupe, étala sa veste bleue et laissa la neige tomber dessus. « Regarde dans la loupe, Gerda, » dit-il. Chaque flocon devenait immense et ressemblait à une fleur splendide ou à une étoile à 10 côtés. Comme c'est curieux, bien plus intéressant qu'une véritable fleur, ici il n'y a aucun défaut, ce seraient des fleurs parfaites si elles ne fondaient pas. Peu après, Kay arriva portant de gros gants. Il avait son traîneau sur le dos. Il cria aux oreilles de Gerda. « J'ai la permission de faire du traîneau sur la grande place où les autres jouent. » Et le voilà parti. Sur la place, les garçons les plus hardis attachaient souvent leur traîneau à la voiture d'un paysan et se faisaient ainsi traîner un bon bout de chemin. C'était très amusant. Au milieu du jeu ce jour-là arriva un grand traîneau peint en blanc dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure blanc avec un bonnet blanc également. Ce traîneau fit 2 fois le tour de la place et Kay put y accrocher rapidement son petit traîneau. Dans la rue suivante, ils allaient de plus en plus vite. La personne qui conduisait tournait la tête, faisait un signe amical à Kay comme si elle le connaissait. Chaque fois que Kay voulait détacher son petit traîneau, cette personne faisait un signe, et Kay ne bougeait plus. Ils furent bientôt aux portes de la ville, les dépassèrent même. Alors la neige se mit à tomber si fort que le petit garçon ne voyait plus rien devant lui. Dans cette course folle, il saisit la corde qu'il attachait au grand traîneau pour se dégager, mais rien n'y fit. Son petit traîneau était solidement fixé et menait un train d'enfer derrière le grand. Alors il se mit à crier très fort, mais personne ne l'entendit. La neige le cinglait, le traîneau volait. Parfois il faisait un bond comme s'il sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre. Kay était épouvanté. Il voulait dire sa prière et seule sa table de multiplication lui venait à l'esprit. Les flocons de neige devenaient de plus en plus grands. À la fin, on eût dit de véritables maisons blanches. Le grand traîneau fit un écart puis s'arrêta, et la personne qui le conduisait se leva. Son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige, et elle était une dame si grande et si mince, étincelante, la reine des neiges. « Nous en avons fait du chemin, » dit-elle. « Mais tu es glacé, viens dans ma peau d'ours. » Elle le prit près d'elle dans le grand traîneau, l'enveloppa du manteau. Il semblait à l'enfant tomber dans des gouffres de neige. « As-tu encore froid ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur le front. Son baiser était plus glacé que la glace et lui pénétra jusqu'au cœur déjà à demi glacé. Il crut mourir, un instant seulement, après il se sentit bien, il ne remarquait plus le froid. « Mon traîneau, n'oublie pas mon traîneau !» C'est la dernière chose dont se souvint le petit garçon. Le traîneau fut attaché à une poule blanche qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La reine des neiges posa encore une fois un baiser sur le front de Kay. Alors, il sombra dans l'oubli total. Il avait oublié Gerda, la grand-mère et tout le monde à la maison. « Tu n'auras pas d'autre baiser, » dit-elle, « car tu en mourrais. » Kay la regarda. Qu'elle était belle. Il ne pouvait s'imaginer visage plus intelligent, plus charmant. Elle ne lui semblait pas du tout de glace comme le jour où il l'avait aperçue de la fenêtre et où il lui avait fait des signes d'amitié. À ses yeux, elle était aujourd'hui la perfection.
Il n'avait plus du tout peur. Il lui raconta qu'il savait calculer de tête, même avec des chiffres décimaux, qu'il connaissait la superficie du pays et le nombre de ses habitants. Elle lui souriait. Alors il sembla à l'enfant qu'il ne savait au fond que peu de choses, et ses yeux s'élevèrent vers l'immensité de l'espace. La reine l'entraînait de plus en plus haut. Ils volèrent par-dessus les forêts et les océans, les jardins et les pays. Au-dessous d'eux, le vent glacé sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corbeaux croassaient. Mais tout en haut brillait la lune, si grande et si claire. Au matin, il dormait aux pieds de la Reine des Neiges. Troisième histoire. Le jardin de la magicienne. Mais que disait la petite Gerda maintenant que Kay n'était plus là? Où était-il? Personne ne le savait. Personne ne pouvait expliquer sa disparition. Les garçons savaient seulement qu'ils l'avaient vu attacher son petit traîneau à un autre très grand qui avait tourné dans la rue et était sorti de la ville. Nul ne savait où il était. On versa des larmes. La petite Gerda pleura beaucoup et longtemps. Ensuite on dit qu'il était mort, qu'il était tombé dans la rivière coulant près de la ville. Les jours de cet hiver-là furent longs et sombres. Enfin vint le printemps et le soleil. « Kay est mort et disparu, » disait la petite Gerda. « Nous ne le croyons pas, » répondaient les rayons du soleil. « Il est mort et disparu, » dit-elle aux hirondelles. « Nous ne le croyons pas, » répondait-elle. À la fin, la petite Gerda ne le croyait pas non plus. « Je vais mettre mes nouveaux souliers rouges, dit-elle un matin, ceux que Kay n'a jamais vus, et je vais aller jusqu'à la rivière l'interroger. » Il était de bonne heure, elle embrassa sa grand-mère qui dormait, mit ses souliers rouges, et toute seule sortit par la porte de la ville vers le fleuve. « Est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu? Je te ferai cadeau de mes souliers rouges si tu me le rends. » Il lui sembla que les vagues lui faisaient signe. Alors elle enleva ses souliers rouges, ceux auxquels elle tenait le plus, et elle les jeta tous les deux dans l'eau. Mais ils tombèrent tout près du bord et les vagues les repoussèrent tout de suite vers elle, comme si la rivière ne voulait pas les accepter, puisqu'elle n'avait pas pris le petit Kay. Gerda crut qu'elle n'avait pas lancé les souliers assez loin. Alors elle grimpa dans un bateau qui était là entre les roseaux. Elle alla jusqu'au bout du bateau et jeta de nouveau ses souliers dans l'eau. Par malheur, le bateau n'était pas attaché, et dans le mouvement qu'elle fit, il s'éloigna de la rive. Elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner à terre, mais avant qu'elle n'y eût réussi, il était déjà loin sur l'eau et il s'éloignait de plus en plus vite. Alors la petite Gerda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer, mais personne ne pouvait l'entendre excepté les moineaux, et ils ne pouvaient pas la porter. Ils volaient seulement le long de la rive en chantant comme pour la consoler. « Nous voici, nous voici !» Le bateau s'en allait à la dérive. La pauvre petite était là, tout immobile sur ses bas. Les petits souliers rouges flottaient derrière, mais ne pouvaient atteindre la barque qui allait plus vite. « Peut-être la rivière va-t-elle m'emporter auprès de Kay ?» pensa Gerda en reprenant courage. Elle se leva et durant des heures admira la beauté des rives verdoyantes. Elle arriva ainsi à un grand champ de cerisiers où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres, rouges et bleues, et un toit de chaume. Devant elle, 2 soldats de bois présentaient les armes à ceux qui passaient. Gerda les appelait, croyant qu'ils étaient vivants, mais naturellement ils ne répondirent pas. Elle les approcha de tout près, et le flot poussa la barque droit vers la terre. Gerda appela encore plus fort. Alors sortit de la maison une vieille femme qui s'appuyait sur un bâton accroché. Elle portait un grand chapeau de soleil orné de ravissantes fleurs peintes. « Pauvre petit enfant, » dit la vieille, « comment es-tu venue sur ce fort courant qui t'emporte loin dans le vaste monde ?» La vieille femme entra dans l'eau, accrocha le bateau avec le crochet de son bâton, le tira à la rive et en fit sortir la petite fille. Gerda était bien contente de toucher le sol sec, mais un peu effrayée par cette vieille femme inconnue.
Viens me raconter qui tu es et comment tu es ici, disait-elle. La petite fille lui expliqua tout, et la vieille branlait la tête en faisant Et comme Gerda, lui ayant tout dit, lui demandait si elle n'avait pas vu le petit Kay, la femme lui répondit qu'il n'avait pas passé encore, mais qu'il allait sans doute venir, qu'il ne fallait en tout cas pas qu'elle s'en attriste, mais qu'elle entre goûter ses confitures de cerises, admirer ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images. Chacune d'elles savait raconter une histoire. Alors elle prit Gerda par la main, et elles entrèrent dans la petite maison dont la vieille ferma la porte. Les fenêtres étaient situées très haut, et les vitres en étaient rouges, bleues et jaunes. La lumière du jour y prenait des teintes étranges, mais sur la table, il y avait de délicieuses cerises. Gerda en mangea autant qu'il lui plut. Tandis qu'elle mangeait, la vieille peignait sa chevelure avec un peigne d'or, et ses cheveux blonds bouclés et brillaient autour de son aimable petit visage, tout rond, semblable à une rose. « J'avais tant envie d'avoir une si jolie petite fille, » dit la vieille. « Tu vas voir comme nous allons bien nous entendre. » À mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda, la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu, car la vieille était une magicienne, mais pas une méchante sorcière. Elle s'occupait un peu de magie comme ça, seulement pour son plaisir personnel, et elle avait très envie de garder la petite fille auprès d'elle. C'est pourquoi elle sortit dans le jardin, tendit sa canne accrochée vers tous les rosiers, et quoique chargés des fleurs les plus ravissantes, ils disparurent dans la terre noire. On ne voyait même plus où ils avaient été. La vieille femme avait peur que Gerda, en voyant les roses, ne vînt à se souvenir de son rosier à elle, de son petit camarade Kay, et qu'elle ne s'enfuit. Ensuite, elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri. Oh, quel parfum délicieux! Toutes les fleurs et les fleurs de toutes les saisons étaient là dans leur plus belle floraison. Nul livre d'images n'aurait pu être plus varié et plus beau. Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors, on la mit dans un lit délicieux, garni d'édredons de soie rouge, bourré de violettes bleues, et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces. Le lendemain, elle joua encore parmi les fleurs dans le soleil, et les jours passèrent. Gerda connaissait toutes les fleurs par leur nom. Il y en avait tant et tant, et cependant il lui semblait qu'il en manquait une. Laquelle? Elle ne savait pas. Un jour, elle était là, assise, et regardait le chapeau de soleil de la vieille femme, avec les fleurs peintes, où justement la plus belle fleur était une rose. La sorcière avait tout à fait oublié de la faire disparaître de son chapeau en même temps qu'elle faisait descendre dans la terre les vraies roses. On ne pense jamais à tout. « Comment » s'écria Gerda. « Il n'y a pas une seule rose ici ?» Elle sauta au milieu de tous les parterres, chercha et chercha, mais n'en trouva aucune. Alors elle s'assit sur le sol et pleura, mais ses chaudes larmes tombèrent précisément à un endroit où un rosier s'était enfoncé, et lorsque les larmes mouillèrent la terre, l'arbre reparut soudain plus magnifiquement fleuri qu'auparavant. Gerda l'entoura de ses bras et pensa tout d'un coup à ses propres roses de chez elle et à son petit ami Kay. « Ne savez-vous pas où il est ?» demanda-t-elle aux roses. « Croyez-vous vraiment qu'il soit mort et disparu ?»« Non, il n'est pas mort, » répondirent les roses. « Nous avons été sous la terre, tous les morts y sont, et Kay n'y était pas. »« Oh, merci, merci à vous !» dit Gerda, allant vers les autres fleurs. Elle regarda dans leur calice en demandant « Ne savez pas où se trouve le petit Kay ?» Mais chaque fleur debout au soleil rêvait sa propre histoire. Gerda en entendit tant et tant, aucune ne parlait de Kay. Mais que disait donc le lys rouge? « Entends-tu le tambour? Boum, boum, 2 notes seulement. Boum, boum. Écoute le chant de deuil de ces femmes, l'appel du prêtre. Dans son long sari rouge, la femme hindoue est debout sur le bûcher. Les flammes montent autour d'elle et de son époux défunt, mais la femme hindoue pense à l'homme qui est vivant dans la foule autour d'elle, à celui dont les yeux brûlent,
plus ardent que les flammes, celui dont le regard touche son cœur plus que cet incendie qui bientôt réduira son corps en cendres. La flamme du cœur peut-elle mourir dans les flammes du bûcher? Je n'y comprends rien du tout, dit la petite Gerda. C'est là mon histoire, dit le lys rouge. Et que disait le liseron? Là-bas, au bout de l'étroit sentier de montagne, est suspendu un vieux castel. Le lierre épais pousse sur les murs rongés, feuille contre feuille, jusqu'au balcon où se tient une ravissante jeune fille. Elle se penche sur la balustrade et regarde au loin sur le chemin. Aucune rose dans le branchage n'est plus fraîche que cette jeune fille. Aucune fleur de pommier que le vent arrache à l'arbre et emporte au loin n'est plus légère. Dans le froufrou de sa robe de soie, elle s'agite. Ne vient-il pas? Est-ce de Kay que tu parles? Demanda Gerda. Je ne parle que de ma propre histoire, de mon rêve, répondit le liseron. Mais que dit le petit perce-neige? Dans les arbres, cette longue planche suspendue par 2 cordes, c'est une balançoire. 2 délicieuses petites filles, les robes sont blanches, de longs rubans verts flottent à leur chapeau, y sont assises et se balancent. Le frère, plus grand qu'elle, se met debout sur la balançoire. Il passe un bras autour de la corde pour se tenir, il tient d'une main une petite coupe, de l'autre une pipe d'écume, et il fait des bulles de savon. La balançoire va et vient. Les bulles de savon au teint irisé s'envolent. La dernière tient encore à la pipe et se penche dans la brise. La balançoire va et vient. Le petit chien noir, aussi léger que les bulles de savon, se dresse sur ses pattes de derrière et veut aussi monter. Mais la balançoire vole, le chien tombe, il aboie, il est furieux, on rit de lui, les bulles éclatent. Voilà, une planche qui se balance, une écume qui se brise, voilà ma chanson. C'est peut-être très joli ce que tu dis là, mais tu le dis tristement, et tu ne parles pas de Kay. Que dit la Jacinthe? Il y avait 3 sœurs délicieuses, transparentes et délicates. La robe de la première était rouge, celle de la seconde bleue, celle de la troisième toute blanche. Elles dansaient en se tenant par la main près du lac si calme, au clair de lune. Elles n'étaient pas filles des elfes, mais bien enfants des hommes. L'air embaumé d'un exquis parfum, les jeunes filles disparurent dans la forêt. Le parfum devenait de plus en plus fort. 3 cercueils où étaient couchées les ravissantes filles glissaient d'un fourré de la forêt dans le lac. Les vers luisants volaient autour comme de petites lumières flottantes. Dormaient-elles, ces belles filles? Étaient-elles mortes? Le parfum des fleurs dit qu'elles sont mortes. Les cloches sonnent pour les défuntes. « Tu me rends malheureuse, » dit la petite Gerda. « Tu as un si fort parfum qui me fait penser à ces petites filles. Hélas, le petit Kay est-il vraiment mort? Les roses qui ont été sous la terre me disent que non. » Sonnèrent les clochettes des Jacinthes. « Nous ne sonnons pas pour le petit Kay, nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson, c'est la seule que nous sachions. » Gerda se tourna alors vers le bouton d'or qui brillait parmi les feuilles vertes luisant. « Tu es un vrai petit soleil, » lui dit Gerda. « Dis-moi si tu sais où je trouverai mon camarade de jeu. » Le bouton d'or brillait tant qu'il pouvait et regardait aussi la petite fille. Mais quelle chanson savait-il? On n'y parlait pas non plus de Kay. Dans une petite ferme, le soleil brillait au premier jour du printemps. Ses rayons frappaient le bas du mur blanc du voisin, et tout près poussaient les premières fleurs jaunes, or lumineux, dans ses chauds rayons. Grand-mère était assise dehors dans son fauteuil, sa petite fille, la pauvre et jolie servante rentrée d'une courte visite, elle embrassa la grand-mère. Il y avait de l'or du cœur dans ses baisers bénis, de l'or sur les lèvres, de l'or au fond de l'être, de l'or dans les claires heures du matin. Voilà ma petite histoire, dit le bouton d'or. Ma pauvre vieille grand-mère, soupira Gerda. Elle me regrette sûrement et elle s'inquiète comme elle s'inquiétait pour Kay. Mais je rentrerai bientôt et je ramènerai Kay. Cela ne sert à rien que j'interroge les fleurs. Elles ne connaissent que leurs propres chansons. Elles ne savent pas me renseigner.
Elle retroussa sa petite robe pour pouvoir courir plus vite, mais le narcisse lui fit un croc en jambe au moment où elle sautait par-dessus lui. Alors elle s'arrêta, regarda la haute fleur et demanda « Sais-tu par hasard quelque chose ?» Elle se pencha très bas pour être près de lui. « Et que dit-il ?»« Je me vois moi-même, je me vois moi-même. Oh, quel parfum je répands ! Là-haut dans la mansarde, à demi vêtue, se tient une petite danseuse, tantôt sur une jambe, tantôt sur les deux. Elle envoie promener le monde entier de son pied. Au fond, elle n'est qu'une illusion visuelle, pure imagination. Elle verse l'eau de la théière sur un morceau d'étoffe qu'elle tient à la main. C'est son corselet. La propreté est une bonne chose. La robe blanche est suspendue à la patère. Elle a aussi été lavée dans la théière et séchée sur le toit. Elle met la robe et un fichu jaune safran autour du cou pour que la robe paraisse plus blanche. La jambe en l'air, dressée sur une longue tige. C'est moi, je me vois moi-même. « Mais je m'en moque !» cria Gerda. « Pourquoi me raconter cela ?» Elle courut au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle remua la charnière rouillée qui céda, la porte s'ouvrit. Alors la petite Gerda, sans chaussures, s'élança sur ses bas dans le monde. Elle se retourna 3 fois, mais personne ne la suivait. À la fin, lasse de courir, elle s'assit sur une grande pierre. Lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle vit que l'été était passé. On était très avancé dans l'automne, ce qu'on ne remarquait pas du tout dans le jardin enchanté où il y avait toujours du soleil et toutes les fleurs de toutes les saisons. « Mon Dieu, que j'ai perdu du temps !» s'écria la petite Gerda. « Voilà que nous sommes en automne et je n'ai pas le droit de me reposer. » Elle se leva et repartit, comme ses petits pieds étaient endoloris et fatigués. Autour d'elle, tout était froid et hostile. Les longues feuilles du saule étaient toutes jaunes, et le brouillard s'égouttait d'elles. Une feuille après l'autre tombait à terre. Seul le prunelier avait des fruits âcres à vous en resserrer toutes les gencives. Oh, que tout était gris et lourd dans le vaste monde. 4e histoire. Prince et princesse. Encore une fois, Gerda dut se reposer. Elle s'assit. Alors sur la neige, une corneille sautilla auprès d'elle, une grande corneille qui la regardait depuis un bon moment en secouant la tête. Elle fit « Bonjour, bonjour !» Elle ne savait dire mieux, mais avait d'excellentes intentions. Elle demanda à la petite fille où elle allait ainsi, toute seule à travers le monde. Le mot « seul », Gerda le comprit fort bien. Elle sentait mieux que quiconque tout ce qu'il pouvait contenir. Elle raconta toute sa vie à la corneille et lui demanda si elle n'avait pas vu Kay. La corneille hochait la tête et semblait réfléchir. « Mais peut-être bien, ça se peut. »« Vraiment, tu le crois ?» cria la petite fille. Elle aurait presque tué la corneille tant elle l'embrassait. « Doucement, doucement !» fit la corneille. « Je crois que ce pourrait bien être Kay, mais il t'a sans doute oublié pour la princesse. »« Est-ce qu'il habite chez une princesse ?» demanda Gerda. « Oui, écoute, mais je m'exprime si mal dans ta langue. Si tu comprenais le parler des corneilles, ça me serait plus facile. »« Non, ça je ne l'ai pas appris, » dit Gerda. « Mes grand-mères le savaient, elles savaient tout. Si seulement je l'avais appris. »« Ça ne fait rien. Je raconterai comme je pourrai. Très mal, sûrement. » Et elle se mit à raconter. Dans ce royaume où nous sommes, habite une princesse d'une intelligence extraordinaire. L'autre jour qu'elle était assise sur le trône, ce n'est pas si amusant d'après ce qu'on dit, elle se mit à fredonner. « Pourquoi ne pas me marier ?»« Tiens, ça me donne une idée, s'écria-t-elle. Et elle eut envie de se marier, mais elle voulait un mari capable de répondre avec esprit quand on lui parlait de toute chose. « Chaque mot que je dis est la pure vérité, » interrompit la corneille. « J'ai une fiancée qui est apprivoisée et se promène librement dans le château, et c'est elle qui m'a tout raconté. » Sa fiancée était naturellement aussi une corneille, car une corneille mâle cherche toujours une fiancée de son espèce. Tout de suite les journaux parurent avec une bordure de cœur et l'initiale de la princesse. On y lisait que tout jeune homme de bonne apparence pouvait monter au château et parler à la princesse,
et celui qui parlerait de façon que l'on comprenne tout de suite qu'il était bien à sa place dans un château, que celui enfin qui parlerait le mieux, la princesse le prendrait pour époux. « Oui, 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 tu peux m'en croire, c'est aussi vrai que me voilà, » dit la corneille. Les gens accouraient, quelle foule, quelle presse, mais sans succès le premier ni le second jour. Ils parlaient tous très facilement dans la rue, mais quand ils avaient dépassé les grilles du palais, vu les gardes en uniforme brodé d'argent, les laquais en livrée d'or sur les escaliers et les grands salons illuminés, ils étaient tout déconcertés. Ils se tenaient devant le trône où la princesse était assise et ne savaient que dire sinon répéter le dernier mot qu'elle avait prononcé. Et ça, elle ne se souciait nullement de l'entendre répéter. On aurait dit que tous ces prétendants étaient tombés en léthargie jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dehors dans la rue. Alors ils retrouvaient la parole. « Il y avait queue depuis les portes de la ville jusqu'au château, » affirma la corneille. Quand ils arrivaient au château, on ne leur offrait même pas un verre d'eau. Les plus avisés avaient bien apporté des tartines, mais ils ne partageaient pas avec leurs voisins. Ils pensaient, s'il a l'air affamé, la princesse ne le prendra pas. « Mais Kay, mon petit Kay, quand m'en parleras-tu? Était-il parmi tous ces gens-là ?»« Patience, patience, nous y sommes. » Le troisième jour arriva un petit personnage sans cheval ni voiture. Il monta d'un pas décidé jusqu'au château. Ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux longs, mais ses vêtements étaient bien pauvres. « C'était Kay !» jubila Gerda. « Enfin, je l'ai trouvé !» Et elle battit des mains. « Il avait un petit sac sur le dos, » dit la corneille. « Non, c'était sûrement son traîneau, » dit Gerda. « Il était parti avec. »« Possible, » répondit la corneille. « Je n'y ai pas regardé de si près, mais ma fiancée apprivoisée m'a dit que lorsqu'il entra par le grand portail, qu'il vit les gardes en uniforme bordé d'argent, les laquais des escaliers vêtus d'or, il ne fut pas du tout intimidé. Il les salua, disant « Comme ce doit être ennuyeux de rester sur l'escalier, j'aime mieux entrer. » Les salons étaient brillamment illuminés. Les conseillers particuliers et les excellences marchaient pieds nus et portaient des plats en or. C'était quelque chose de très imposant. Il avait des souliers qui craquaient très fort, mais il ne se laissa pas impressionner. « C'est sûrement Kay, » dit Gerda. « Je sais qu'il avait des souliers neufs, et je les entendais craquer dans la chambre de grand-mère. » Mais plein d'assurance, il s'avança jusque devant la princesse qui était assise sur une perle grande comme une roue de rouet. Toutes les dames de la cour avec leurs servantes, et les servantes de leurs servantes, et tous les chevaliers avec leurs serviteurs, et les serviteurs de leurs serviteurs, qui eux-mêmes avaient droit à un petit valet, se tenaient debout tout autour, et plus ils étaient près de la porte, plus ils avaient l'air fiers. Le valet du domestique du premier serviteur qui se promène toujours en pantoufles, on ose à peine le regarder tellement il a l'air fier debout devant la porte. Mais est-ce que Kay a tout de même eu la princesse? Si je n'étais pas Corneille, je l'aurais prise. Il était décidé et charmant. Il n'était pas venu en prétendant, mais seulement pour juger de l'intelligence de la princesse, et il la trouva remarquable. Et elle le trouva très bien aussi. « C'était lui, c'était Kay !» s'écria Gerda. « Il était si intelligent, et il savait calculer de tête, même avec les chiffres de 6 mots. Oh, conduis-moi au château. »« C'est vite dit, » repartit la corneille. « Mais comment? J'en parlerai à ma fiancée apprivoisée. Elle saura nous conseiller, car il faut bien que je te dise qu'une petite fille comme toi ne peut pas entrer là régulièrement. »« Si, j'irai, » dit Gerda. « Quand Kay entendra que je suis là, il sortira tout de suite pour venir me chercher. Attends-moi là, près de l'escalier. » Elle secoua la tête et s'envola. Il faisait nuit lorsque la corneille revint. « fit-elle. Ma fiancée te fait dire 1000 choses, et voici pour toi un petit pain qu'elle a pris à la cuisine. Ils ont assez de pain là-dedans, et tu dois avoir faim. Il est impossible que tu entres au château. Tu n'as pas de chaussures. Les gardes en argent et les laquais en or ne le permettraient pas. Mais ne pleure pas. Tu vas pouvoir tout de même y aller. Ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher, et elle sait où elle peut en prendre la clé. » Alors la corneille et Gerda s'en allèrent dans le jardin, dans les grandes allées où les feuilles tombaient l'une après l'autre,
puis au château où les lumières s'éteignaient l'une après l'autre. Et la corneille conduisit Gerda jusqu'à une petite porte de derrière qui était entrebâillée. Oh, comme le cœur de Gerda battait d'inquiétude et de désir, comme si elle faisait quelque chose de mal, et pourtant elle voulait seulement savoir s'il s'agissait bien de Kay. Oui, ce ne pouvait être que lui. Elle pensait si intensément à ses yeux intelligents, à ses longs cheveux. Elle le voyait vraiment sourire comme lorsqu'ils étaient à la maison sous les roses. Il serait sûrement content de la voir, de savoir quel long chemin elle avait fait pour le trouver. Les voilà dans l'escalier où brûlait une petite lampe sur un buffet. Au milieu du parquet se tenait la corneille apprivoisée qui tournait la tête de tous les côtés et considérait Gerda, laquelle fit une révérence comme grand-mère le lui avait appris. « Ma fiancée m'a dit tant de bien de vous, ma petite demoiselle, » dit la corneille apprivoisée. « Du reste, votre curriculum vitae, comme on dit, est si touchant. Voulez-vous tenir la lampe? Je marcherai devant. Nous irons tout droit. Ici, nous ne rencontrerons personne. »« Il me semble que quelqu'un marche juste derrière nous, » dit Gerda. Quelque chose passa près d'elle en bruissant sur les murs glissés des ombres. Chevaux en crinière flottante et aux jambes fines, jeunes chasseurs, cavaliers et cavalières. « Rêve que tout cela, » dit la corneille. « Ils viennent seulement orienter vers la chasse les rêves de nos princes. Nous pourrons d'autant mieux les contempler dans leur lit. Mais autre chose, si vous entrez en grâce et prenez de l'importance ici, vous montrerez-vous reconnaissante ?»« Ne parlons pas de ça, » dit la corneille de la forêt. Ils entrèrent dans la première salle tendue de satin rose à grandes fleurs. Les rêves les avaient dépassés et couraient si vite que Gerda ne put apercevoir les hauts personnages. Les salles se succédaient l'une plus belle que l'autre, on en était impressionné, et ils arrivèrent à la chambre à coucher. Le plafond ressemblait à un grand palmier aux feuilles de verre précieux, et au milieu du parquet se trouvaient accrochés à une tige d'or 2 lits qui ressemblaient à des lits. L'un était blanc, et la princesse y était couchée, l'autre était rouge, et c'est dans celui-là que Gerda devait chercher le petit Kay. Elle écarta quelques pétales rouges et aperçut une nuque brune. « Oh, c'est Kay !» cria-t-elle tout haut en élevant la lampe vers lui. Les rêves à cheval bruissaient dans la chambre. Il s'éveilla, tourna la tête vers elle. Et ce n'était pas le petit Kay. Le prince ne lui ressemblait que par la nuque, mais il était jeune et beau. Alors la petite Gerda se mit à pleurer. Elle raconta toute son histoire et ce que les corneilles avaient fait pour l'aider. « Pauvre petite !» s'exclamèrent le prince et la princesse. Ils louèrent grandement les corneilles, déclarant qu'ils n'étaient pas du tout fâchés, mais qu'elles ne devaient tout de même pas recommencer. Cependant, ils voulaient leur donner une récompense. « Voulez-vous voler librement ?» demanda la princesse. « Ou voulez-vous avoir la charge de corneille de la cour ayant droit à tous les déchets de la cuisine ?» Les 2 corneilles firent la révérence et demandèrent une charge fixe. Elles pensaient à leur vieillesse et qu'il est toujours bon d'avoir quelque chose de sûr pour ces vieux jours. La princesse se leva de son lit et permit à Gerda d'y dormir. Il ne pouvait vraiment faire plus. Elle joignit ses petites mains et pensa « Comme il y a des êtres humains et aussi des animaux qui sont bons !» Là-dessus, elle ferma les yeux et s'endormit délicieusement. Tous les rêves voltigèrent à nouveau autour d'elle. Cette fois, ils avaient l'air d'anges du bon Dieu. Ils portaient un petit traîneau sur lequel était assis Kay qui saluait. Mais tout ceci n'était que rêve, et disparut dès qu'elle s'éveilla. Le lendemain, on la vêtit de la tête aux pieds de soie et de velours. Elle fut invitée à rester au château et à couler des jours heureux, mais elle demanda seulement une petite voiture attelée d'un cheval et une paire de petites bottines. Elle voulait repartir de par le monde pour retrouver Kay. On lui donna 2 petites bottines et un manchon. On l'habilla à ravir, et au moment de partir, un carrosse d'or pur attendait devant la porte. La corneille de la forêt, mariée maintenant, les accompagna pendant 3 lieues, assise à côté de la petite fille car elle ne pouvait supporter de rouler à reculons. La 2e corneille, debout à la porte, battait des ailes, souffrant d'un grand mal de tête pour avoir trop mangé depuis qu'elle avait obtenu un poste fixe. Elle ne pouvait les accompagner. Le carrosse était bourré de craquelins sucrés,
de fruits et de pain d'épices. Adieu, adieu, criaient le prince et la princesse. Gerda pleurait, la corneille pleurait. Les premières lieues passèrent ainsi, puis la corneille fit aussi ses adieux, et ce fut la plus dure séparation. Elle s'envola dans un arbre et battit de ses ailes noires aussi longtemps que fut en vue la voiture qui rayonnait comme le soleil lui-même. 5e histoire. La petite fille des brigands. On roulait à travers la sombre forêt et le carrosse luisait comme un flambeau. Des brigands qui se trouvaient là en eurent les yeux blessés. Ils ne pouvaient le supporter. « De l'or, de l'or !» criaient-ils. S'élançant à la tête des chevaux, ils massacrèrent les petits postillons, le cocher et les valets, et tirèrent la petite Gerda hors de la voiture. « Elle est grassouillette, elle est mignonne et nourrie d'amandes, » dit la vieille brigande qui avait une longue barbe broussailleuse et des sourcils qui lui tombaient sur les yeux. « C'est joli comme un petit agneau gras, ce sera délicieux à manger. » Elle tira son grand couteau et il luisait d'une façon terrifiante. « Ah !» criait en même temps cette mégère. Sa propre petite fille qu'elle portait sur le dos et qui était sauvage et mal élevée à souhait, venait de la mordre à l'oreille. « Sale petite !» fit la mère. Elle n'eut pas le temps de tuer Gerda, sa petite fille lui dit. « Elle jouera avec moi, qu'elle me donne son manchon, sa jolie robe, et je la laisserai coucher dans mon lit. » Elle mordit de nouveau sa mère qui se débattait et se tournait de tous les côtés. Les brigands riaient. « Voyez comme elle danse avec sa petite. »« Je veux monter dans le carrosse, » dit la petite fille des brigands. Et il fallut en passer par où elle voulait. Elle était si gâtée et si difficile. Elle s'assit auprès de Gerda et la voiture repartit par-dessus les souches et les broussailles, plus profondément encore dans la forêt. La fille des brigands était de la taille de Gerda, mais plus forte, plus large d'épaules. Elle avait le teint sombre et des yeux noirs presque tristes. Elle prit Gerda par la taille, disant « Ils ne te tueront pas tant que je ne serai pas fâchée avec toi. Tu es sûrement une princesse ?»« Non, » répondit Gerda. Et elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et combien elle aimait le petit Kay. La fille des brigands la regardait d'un air sérieux. Elle fit un signe de la tête. Elle essuya les yeux de Gerda et mit ses 2 mains dans le manchon. Qu'il était doux! Le carrosse s'arrêta. Elles étaient au milieu de la cour d'un château de brigands. Tous les ardés du haut en bas, des corbeaux, des corneilles s'envolaient de tous les trous et les grands bulldogs, qui avaient chacun l'air capable d'avaler un homme, bondissaient mais n'aboyaient pas. Cela leur était défendu. Dans la grande vieille salle noire de suie, brûlait sur le dallage de pierre un grand feu. La fumée montait vers le plafond et cherchait une issue. Une grande marmite de soude bouillait, et sur des broches rôtissaient lièvres et lapins. « Tu vas dormir avec moi et tous mes petits animaux préférés, » dit la fille des brigands. Après avoir bu et mangé, elles allèrent dans un coin où il y avait de la paille et des couvertures. Au-dessus, sur des lattes et des barreaux, se tenaient une centaine de pigeons qui avaient tous l'air de dormir, mais ils tournèrent un peu la tête à l'arrivée des fillettes. « Ils sont tous à moi, » dit la petite fille des brigands. Elle attrapa un des plus proches, le tint par les pattes. « Embrasse-le » cria-t-elle en le claquant à la figure de Gerda. « Et voilà toutes les canailles de la forêt » continua-t-elle en montrant une quantité de barreaux masquant un trou très haut dans le mur. « Ce sont les canailles de la forêt, ces 2-là. Ils s'envolent tout de suite si on ne les enferme pas bien. Et voilà le plus chéri, mon vieux B. » Elle tira par une corne un renne qui portait un anneau de cuivre poli autour du cou et qui était attaché. « Il faut aussi l'avoir à la chaîne, celui-là, sans quoi il bondit et s'en va. Tous les soirs je lui caresse le cou avec mon couteau aiguisé. Il en a une peur terrible, » ajouta-t-elle. Elle prit un couteau dans une fente du mur et le fit glisser sur le cou du pauvre renne qui ruait, mais la fille des brigands ne faisait qu'en rire. Elle entraîna Gerda vers le lit. « Est-ce que tu le gardes près de toi pour dormir ?» demanda Gerda. « Je dors toujours avec mon couteau, » dit la fille des brigands. « On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais répète-moi ce que tu me racontais de Kay. » Tandis que la petite Gerda racontait, les pigeons de la forêt roucoulaient là-haut dans leur cage. Les autres pigeons dormaient.
La fille des brigands dormait et ronflait, une main passée autour du coude de Gerda et le couteau dans l'autre. Mais Gerda ne put fermer l'œil, ne sachant si elle allait vivre ou mourir. Alors les pigeons de la forêt dirent « Grou, grou, nous avons vu le petit Kay. Une poule blanche portait son traîneau. Lui était assis dans celui de la Reine des Neiges, qui volait bas au-dessus de la forêt. Nous étions dans notre nid. La reine a soufflé sur tous les jeunes et tous sont morts, sauf nous deux. Grou, grou. Que dites-vous là-haut ? Cria Gerda. Où la Reine des Neiges est-elle partie ? Elle allait sûrement vers la Laponie où il y a toujours de la neige et de la glace. Demande aux reines qui est attachée à la corde. Il y a de la glace et de la neige, c'est agréable et bon, dit le renne. Là, on peut sauter libre dans les grandes plaines brillantes. C'est là que la Reine des Neiges a sa tente d'été, mais son véritable château est près du pôle Nord, sur une île appelée Spitzberg. « Oh, mon Kay, mon petit Kay !» soupira Gerda. « Si tu ne te tiens pas tranquille, dit la fille des brigands à demi réveillée, je te plante le couteau dans le ventre. » Au matin, Gerda raconta à la fillette ce que les pigeons, le renne, lui avaient dit, et la fille des brigands avait un air très sérieux. Elle disait « Ça m'est égal, ça m'est égal. »« Sais-tu où est la Laponie ?» demanda-t-elle au renne. « Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» répondit l'animal dont les yeux étincelèrent. « C'est là que je suis né, que j'ai joué et bondi sur les champs enneigés. »« Écoute, » dit la fille des brigands à Gerda, « tu vois que maintenant tous les hommes sont partis. La mère est toujours là et elle restera. Mais bientôt elle va se mettre à boire à même cette grande bouteille là-bas, et elle se paiera ensuite un petit somme supplémentaire. Alors je ferai quelque chose pour toi. » Lorsque la mère eut bu la bouteille et se fut endormie, la fille des brigands alla vers le renne et lui dit « Cela m'aurait amusé de te chatouiller encore souvent le cou avec mon couteau aiguisé, car tu es si amusant quand tu as peur, mais tant pis. Je vais te détacher et t'aider à sortir pour que tu puisses courir jusqu'en Laponie. Mais il faudra prendre tes jambes à ton cou et m'apporter cette petite fille au château de la Reine des Neiges où est son camarade de jeu. Tu as sûrement entendu ce qu'elle a raconté. Elle parlait assez fort et tu es toujours à écouter. » Le renne sauta en l'air de joie. La fille des brigands souleva Gerda et prit la précaution de l'attacher fermement sur le dos de la bête. Elle la fit même asseoir sur un petit coussin. « Ça m'est égal, dit-elle. Prends tes bottines fourrées, car il fera froid. Mais le manchon, je le garde, il est trop joli. Et comme je ne veux pas que tu aies froid, voilà les immenses moufles de ma mère, et elles te monteront jusqu'au coude. Fourre-toi tes mains là-dedans. Et voilà, par les mains tu ressembles à mon affreuse mère. » Gerda pleurait de joie. « Assez de pleurnicherie, je n'aime pas ça. Tu devrais avoir l'air contente, au contraire. Voilà 2 pains et un jambon, tu ne souffriras pas de la faim. » Elle attacha les 2 choses sur le renne, ouvrit la porte, enferma les grands chiens, puis elle coupa avec son couteau la corde du renne et lui dit « Va maintenant, cours, mais fais bien attention à la petite fille. » Gerda tendit ses mains gantées des immenses moufles vers la fille des brigands pour dire adieu, et le renne détala par-dessus les buissons et les souches, à travers la grande forêt, par les marais et par la steppe. Il courait tant qu'il pouvait. Les loups hurlaient, les corbeaux croassaient. Le ciel faisait pfff, comme s'il éternuait rouge. « C'est la chère vieille aurore boréale, » dit le renne. « Regarde cette lumière. » Et il courait de jour et de nuit. On mangea les pains et le jambon aussi. Et ils arrivèrent en Laponie. 6e histoire. La femme lapone et la finnoise. Ils s'arrêtèrent près d'une petite maison très misérable. Le toit descendait jusqu'à terre et la porte était si basse que la famille devait ramper sur le ventre pour y entrer. Il n'y avait personne au logis qu'une vieille femme lapone qui faisait cuire du poisson sur une lampe à huile de fouet de morue. Le renne lui raconta toute l'histoire de Gerda, mais d'abord la sienne qui semblait être beaucoup plus importante, et Gerda était si transie de froid qu'elle ne pouvait pas parler. « Hélas, pauvre de vous !» s'écria la femme. « Vous avez encore beaucoup à courir, au moins 100 lieues encore pour atteindre le Finnmark. C'est là qu'est la maison de campagne de la Reine des Neiges, et les aurores boréales s'y allument chaque soir. Je vais vous écrire un mot sur un morceau de morue, je n'ai pas de papier, et vous le porterez à la femme finnoise là-haut, elle vous renseignera mieux que moi. »
Lorsque Gerda fut un peu réchauffée, quand elle eut bu et mangé, la femme Laponne écrivit quelques mots sur un morceau de morue séchée, recommanda à Gerda d'y faire bien attention, attacha de nouveau la petite fille sur le renne, et en route. Fou, fou, entendait-on dans l'air la plus jolie lumière bleue brûler là-haut. Ils arrivèrent en Finnmark et frappèrent à la cheminée de la Finnoise, car là il n'y avait même pas de porte. Quelle chaleur dans cette maison! La Finnoise y était presque nue, petite et malpropre. Elle défit rapidement les vêtements de Gerda, lui enleva les moufles et les bottines pour qu'elle n'ait pas trop chaud, mit un morceau de glace sur la tête du renne et commença à lire ce qui était écrit sur la morue séchée. Elle lut et relut 3 fois. Ensuite, comme elle le savait par cœur, elle mit le morceau de poisson à cuire dans la marmite. C'était bon à manger, et elle ne gaspillait jamais rien. Le renne raconta d'abord sa propre histoire, puis celle de Gerda. La Finnoise clignait de ses yeux intelligents, mais ne disait rien. « Tu es très remarquable, » dit le renne. « Je sais que tu peux attacher tous les vents du monde avec un simple fil à coudre. Si le marin défait un nœud, il a bon vent. S'il défait un second nœud, il vente forte. Et s'il défait le 3e et le 4e, la tempête est si terrible que les arbres des forêts sont renversés. Ne veux-tu pas donner à cette petite fille un breuvage qui lui assure la force de 12 hommes et lui permette de vaincre la Reine des Neiges ?»« La force de 12 hommes, dit la Finnoise. Oui, ça suffira bien. » Elle alla vers une tablette, y prit une grande peau roulée, la déroula. D'étranges lettres y étaient gravées. La Finnoise les lisait et des gouttes de sueur tombaient de son front. Le renne la pria encore si fort pour Gerda, et la petite la regarda avec des yeux si suppliants, si pleins de larmes, que la Finnoise se remit à cligner des siens. Elle attira le renne dans un coin et lui murmura quelque chose tout en lui mettant de la glace fraîche sur la tête. « Le petit Kay est en effet chez la Reine des Neiges, et il y est parfaitement heureux. Il pense qu'il se trouve là dans le lieu le meilleur du monde. Mais tout ceci vient de ce qu'il a reçu un éclat de verre dans le cœur et une poussière de verre dans l'œil. Il faut que ce verre soit extirpé, sinon il ne deviendra jamais un homme, et la Reine des Neiges conservera son pouvoir sur lui. Mais ne peux-tu faire prendre à Gerda un breuvage qui lui donnerait un pouvoir magique sur tout cela ? Je ne peux pas lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà. Ne vois-tu pas comme il est grand ? Ne vois-tu pas comme les hommes et les animaux sont forcés de la servir ? Comment, pieds nus, elle a réussi à parcourir le monde ? Ce n'est pas par nous qu'elle peut gagner son pouvoir qui réside dans son cœur d'enfant, innocent et gentille. Si elle ne peut pas par elle-même entrer chez la Reine des Neiges et arracher les morceaux de verre du cœur et des yeux de Kay, nous ne pouvons l'aider. Le jardin de la Reine commence à 2 lieues d'ici. Conduis la petite jusque-là. Fais-la descendre près du buisson qui, dans la neige, porte des baies rouges. Ne tiens pas de parlottes inutiles et reviens au plus vite. » Ensuite la femme finnoise souleva Gerda et le replaça sur le dos du renne, qui repartit à toute allure. « Oh, je n'ai pas mes bottines, je n'ai pas mes moufles !» cria la petite Gerda s'en apercevant dans le froid cuisant. Le renne n'osait pas s'arrêter, il courait. Enfin, il arriva au grand buisson qui portait des baies rouges. Là, il mit Gerda à terre, l'embrassa sur la bouche. De grandes larmes brillantes roulaient le long des joues de l'animal, et il se remit à courir aussi vite que possible pour s'en retourner. Et voilà, la pauvre Gerda sans chaussures, sans gants, dans le terrible froid du Finnmark. Elle se mit à courir en avant aussi vite que possible, mais un régiment de flocons de neige venait à sa rencontre. Ils ne tombaient pas du ciel qui était parfaitement clair et où brillait l'aurore boréale. Ils couraient sur la terre, et à mesure qu'ils s'approchaient, ils devenaient de plus en plus grands. Gerda se rappelait combien ils étaient grands et bien faits le jour où elle les avait regardés à travers la loupe. Mais ici, ils étaient encore bien plus grands, effrayants, vivants, l'avant-garde de la Reine des Neiges. Ils prenaient les formes les plus bizarres. Quelques-uns avaient l'air de grands hérissons affreux. D'autres semblaient des nœuds de serpents avançant leur tête. D'autres ressemblaient à de gros petits ours aux poils luisants. Ils étaient tous d'une éclatante blancheur. Alors la petite Gerda se mit à dire sa prière.
Le froid était si intense que son haleine sortait de sa bouche comme une vraie fumée. Cette haleine devint de plus en plus dense et se transforma en petits anges lumineux qui grandissaient de plus en plus en touchant la terre. Ils avaient tous des casques sur la tête, une lance et un bouclier dans les mains. Ils étaient de plus en plus nombreux. Lorsque Gerda eut fini sa prière, ils formaient une légion autour d'elle. Ils combattaient de leurs lances les flocons de neige et les faisaient éclater en 1000 morceaux, et la petite Gerda s'avança d'un pas assuré, intrépide. Les anges lui tapotaient les pieds et les mains. Elle ne sentait plus le froid et marchait rapidement vers le château. Maintenant, il nous faut d'abord voir comment était Kay. Il ne pensait absolument pas à la petite Gerda, et encore moins qu'elle pût être là devant le château. 7e histoire. Ce qui s'était passé au château de la Reine des Neiges et ce qui eut lieu par la suite. Les murs du château étaient faits de neige pulvérisée, les fenêtres et les portes de vent coupant. Il y avait plus de 100 salles formées par des tourbillons de neige. La plus grande s'étendait sur plusieurs lieues, toutes étaient éclairées de magnifiques aurores boréales. Elles étaient grandes, vides, glacialement froides et étincelantes. Aucune gaieté ici, pas le plus petit bal d'ours où le vent aurait pu souffler, et les ours blancs marchaient sur leurs pattes de derrière en prenant des airs distingués. Pas la moindre partie de cartes amenant des disputes et des coups, pas la moindre invitation au café de ces demoiselles les renardes blanches. Les salons de la Reine des Neiges étaient vides, grands et glacés. Les aurores boréales luisaient si vivement et si exactement que l'on pouvait prévoir le moment où elles seraient à leur apogée et celui où, au contraire, elles seraient à leur décrue la plus marquée. Au milieu de ces salles neigeuses, vides et sans fin, il y avait un lac gelé dont la glace était brisée en 1000 morceaux, mais en morceaux si identiques les uns aux autres que c'était une véritable merveille. Au centre trônait la Reine des Neiges quand elle était à la maison. Elle disait qu'elle siégerait là sur le miroir de la raison, l'unique et le meilleur au monde. Le petit quai était bleu de froid, même presque noir, mais il ne le remarquait pas. Un baiser de la reine lui avait enlevé la possibilité de sentir le frisson du froid, et son cœur était un bloc de glace, ou tout comme. Il cherchait à droite et à gauche quelques morceaux de glace plats et coupants qu'il disposait de 1000 manières. Il voulait obtenir quelque chose comme nous autres lorsque nous voulons obtenir une image en assemblant de petites plaques de bois découpées, ce que nous appelons jeu chinois ou puzzle. Lui aussi voulait former des figures, et les plus compliquées, ce qu'il appelait le jeu de glace de la raison, qui prenait à ses yeux une très grande importance, par suite de l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Il formait avec ces morceaux de glace un mot, mais n'arrivait jamais à obtenir le mot exact qu'il aurait voulu, le mot éternité. La Reine des Neiges lui avait dit « Si tu arrives à former ce mot, tu deviendras ton propre maître. Je t'offrirai le monde entier et une paire de nouveaux patins. » Mais il n'y arrivait pas. « Maintenant, je vais m'envoler vers les pays chauds, » dit la reine. « Je veux jeter un coup d'œil dans les marmites noires. » Elle parlait des volcans qui crachent le feu, l'Etna et le Vésuve. « Je vais les blanchir. Un peu de neige, cela fait partie du voyage et fait très bon effet sur les citronniers et la vigne. » Elle s'envola, et Kay resta seul dans les immenses salles vides. Il regardait les morceaux de glace et réfléchissait. Il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui, assis là, raide, immobile. On aurait pu le croire mort, gelé. Et c'est à ce moment que la petite Gerda entra dans le château par le grand portail fait de vent aigu. Elle récita sa prière du soir et le vent s'apaisa comme s'il allait s'endormir. Elle entra dans la grande salle vide et glacée. Elle vit Kay, elle le reconnut, elle lui sauta au cou, le tint serré contre elle et elle criait « Kay, mon gentil petit Kay, je te retrouve enfin !» Mais lui restait immobile, raide et froid. Alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du petit garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur, firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre qui se trouvait là. Alors Kay éclata en sanglots.
Il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son œil. Il reconnut Gerda et cria débordant de joie. « Gerda, chère petite Gerda, où es-tu restée si longtemps? Où ai-je été moi-même » Il regarda alentour. « Qu'il fait froid ici, que tout est vide et grand !» Il se serrait contre sa petite amie qui riait et pleurait de joie. Un infini bonheur s'épanouissait, les morceaux de glace eux-mêmes dansaient de plaisir, et lorsque les enfants s'arrêtèrent fatigués, ils formaient justement le mot que la Reine des Neiges avait dit à Kay de composer, éternité. Il devenait donc son propre maître, elle devait lui donner le monde et une paire de patins neufs. Gerda lui baisa les joues et elle devint rose. Elle baisa ses yeux et ils brillèrent comme les siens. Elle baisa ses mains et ses pieds et il redevint sain et fort. La Reine des Neiges pouvait rentrer. La lettre de franchise de Kay était là, écrite dans les morceaux de glace étincelants. Éternité. Alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de grand-mère et des rosiers sur le toit. Les vents s'apaisaient, le soleil se montrait. Ils atteignirent le buisson aux baies rouges. Le renne était là et les attendait. Il avait avec lui une jeune femelle dont le pis était plein. Elle donna aux enfants son lait chaud et les baisa sur la bouche. Les deux animaux portèrent Kay et Gerda d'abord chez la femme finnoise, où ils se réchauffèrent dans sa chambre et qui leur donna des indications pour le voyage de retour. Puis chez la femme Lapone, qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau. Les deux reines bondissaient à côté d'eux tandis qu'ils glissaient sur le traîneau. Ils les accompagnèrent jusqu'à la frontière du pays où se montraient les premières verdures. Là, ils firent leurs adieux aux reines et à la femme Lapone. « Adieu, adieu !» dirent-ils tous. Les premiers petits oiseaux se mirent à gazouiller. La forêt était pleine de pousses vertes. Et voilà que s'avançait vers eux sur un magnifique cheval que Gerda reconnut aussitôt, il avait été attelé devant le carrosse d'or, s'avançait vers eux une jeune fille portant un bonnet rouge et tenant des pistolets devant elle. C'était la petite fille des brigands qui s'ennuyait à la maison et voulait voyager, d'abord vers le nord, ensuite ailleurs si le nord ne lui plaisait pas. « Tu t'y entends à faire trotter le monde ?» dit-elle au petit Case. « Je me demande si tu vaux la peine qu'on court au bout du monde pour te chercher. » Gerda lui caressa les joues et demanda des nouvelles du prince et de la princesse. « Ils sont partis à l'étranger, » dit la fille des brigands. « Et la corneille ?» demanda Gerda. « La corneille est morte, » répondit-elle. « Sa chérie apprivoisée est veuve et porte un bout de laine noire à la patte. Elle se plaint lamentablement. Quelle bêtise ! Mais raconte-moi ce qui t'est arrivé et comment tu l'as retrouvée. » Gerda et Kay racontaient tous les deux en même temps. « Et patati, et patata » dit la fille des brigands. Elle leur serra la main à tous les deux et promit, si elles traversaient leur ville, d'aller leur rendre visite. Et puis elle partit dans le vaste monde. Kay et Gerda allaient la main dans la main, et tandis qu'ils marchaient, un printemps délicieux plein de fleurs et de verdure les enveloppait. Les cloches sonnaient, ils reconnaissaient les hautes tours, la grande ville où ils habitaient. Ils allèrent à la porte de grand-mère, montèrent l'escalier, entrèrent dans la chambre où tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus des grandes personnes. Les rosiers dans la gouttière étendaient leurs fleurs à travers les fenêtres ouvertes. Leurs petites chaînes d'enfants étaient là. Kay et Gerda s'assirent chacun sur la sienne en se tenant toujours la main. Ils avaient oublié, comme on oublie un rêve pénible, les splendeurs vides du château de la Reine des Neiges. Grand-mère était assise dans le clair soleil de Dieu et lisait la Bible à voix haute. « Si vous n'êtes pas semblables à des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Kay et Gerda se regardèrent dans les yeux et comprirent d'un coup le vieux psaume. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler. Ils étaient assis là, tous deux, adultes et cependant enfants, enfants par le cœur. C'était l'été, le doux été béni.